Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Face to Face. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Anthony de Oliveira. Anthony, comment ça va? Ben, ça va en forme et toi? Ça va, parfait. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Doliver Anthony. Je suis un combattant de grappling à haut niveau. Je fais ça depuis 2010. Donc, j'ai commencé la discipline en 2010. En background, j'avais commencé par le judo quand j'étais très petit, quand j'avais 4 5 ans. J'avais fait du baby judo. J'ai pas vraiment accroché. J'y suis revenu qu'à l'âge de 12 ans. Et entre-temps, ben, j'ai pratiqué de la boxe anglaise parce que mon père était boxeur professionnel. J'ai fait du pied-point, j'ai fait du full contact, j'ai fait un petit peu de gymnastique aussi. Et après, je suis revenu au judo à l'âge de 12 ans. Et j'en ai fait jusqu'à 15 ans, 16 ans, jusqu'à découvrir le jiu-jitsu brésilien. Donc après, j'ai Ok. mixé un tout petit peu les deux. Et après, par la suite, j'ai fait que du jiu-jitsu brésilien grappling. Ça a été quoi Voilà. les étapes jusqu'à la ceinture noire? En combien de temps tu as eu ta ceinture noire? Ça a été quoi vraiment les difficultés? Euh, En fait, la ceinture noire, ça a été l'accomplissement de beaucoup d'années de travail. Mais après, c'est pas une fin en soi. Parce que moi, j'étais compétiteur, j'ai toujours été compétiteur. Donc, en fait, l'évolution, ça s'est fait vis-à-vis de mon parcours sportif. Parce que quand tu es compétiteur, tu vois, faut pas que les ceintures soient un frein. Tu vois, si tu gagnes tout en ceinture bleue, ça sert à rien de rester en ceinture bleue. Il vaut mieux évoluer, Hmm. aller chercher la ceinture violette et tout. Donc, j'ai été ceinture noire en 7 ans. Je suis passé ceinture noire en 2017, en octobre 2017. Ok. J'avais 23 ans. J'étais Et la est-ce que, plus jeune ceinture noire de France à l'époque, ouais. ok. Mm. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase de qu'on dit en JB, c'est que vraiment tout commence à partir de la ceinture noire? Pour moi, le palmarès, oui, il commence à la ceinture noire, bien que après, bien évidemment, c'est toujours enrichissant d'avoir un bon palmarès dans les ceintures inférieures. Mais la finalité, pour moi, elle est de gagner en ceinture noire et d'avoir un meilleur palmarès, tu vois, de s'affronter les meilleurs. C'est pour ça que des fois, tu vois, quand je vois des gens être champion d'Europe ou champion du monde ou champion de France quatre, Hmm. cinq fois d'affilée, je me dis que ça n'a pas de sens, tu vois. Ok. Tu nous as parlé que ton père était boxeur, qui t'avait un peu Mm. mené à ça, mais outre ça, c'est quoi les figures qui ont influencé un peu ton parcours? Dans le grappling jiu-jitsu brésilien, Ouais. comment dire, les gens, je suis pas un mec fan, tu vois, je suis pas fan des gens, moi. Hmm. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui est fan, mais je peux apprécier le parcours sportif et la mentalité de certaines personnes. Marcelo Garcia, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans son jeu. Pourquoi? Parce que déjà, mon entraîneur, il avait aussi beaucoup d'aspiration vis-à-vis de Marcelo Garcia. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie humainement. C'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré, que je me suis déjà entraîné avec. Donc ça, c'est un sportif que j'apprécie beaucoup, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est humble et qui est simple, tu vois. Donc Marcelo Garcia. Après, en termes de mindset, j'aime beaucoup Kobe Bryant, un basketteur qui est décédé, Ok. paix à son âme, dans la façon de voir le sport et la discipline, tu vois, Ok. en général, tu vois. Bon, pour expliquer aux gens, il y a plusieurs types de grappleurs. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi, mais il y a plusieurs Ouais, types de grappleurs, des gens qui ont pu se passer les gardes, les gens exactement, hein. qui ont pu se émettre sur le dos. Toi, comment tu décris ton style de grappleur? Ben moi, en fait, initialement, j'étais plutôt un gardien, donc celui qui est sur le dos. Ouais. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, le plus compliqué, on va dire, dans notre sport, dans le grappling jiu-jitsu brésilien, c'est quand tu es dos au sol. Initialement, parce que se mouvoir, c'est compliqué, tu vois. C'est pas naturel de ne pas être sur ses pieds, tu es sur ton dos. Tout commence par là. J'avais une bonne garde. J'étais vraiment un gardien. Je pullais la garde. Je luttais très peu. Et après, mon style s'est un petit peu inversé. Où je suis devenu plutôt polyvalent, tu vois, quand j'ai commencé l'UWW, le United World Ok. Wrestling. En gros, les championnats internationaux pour la fédération de lutte, donc la fédération française de lutte, le comité de grappling. Et là, si tu t'asseyais, donc tu perdais 2 points, donc ça m'a forcé Ah, à ok. améliorer ma lutte. J'ai énormément lutté et j'ai plutôt un style maintenant lutte et passeur plutôt que dos sur le sol, tu vois. Même si ça m'arrive dans des combats d'avoir le dos sur le sol et de travailler avec, bien évidemment, j'ai un jeu en dessous aussi. Et tu te sens plus fort en passeur de garde, en lutteur, ou inversement? Franchement, je saurais pas te dire si je suis aussi. Je pense que je suis plus fort passeur que gardien, mais je suis quand même très serein le dos sur le sol, tu vois. Ok. Genre, c'est pas une situation qui, dans le combat, va me poser problème, tu vois. Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment que t'es dangereux? T'es constamment. En fait, je Ouais, suis vas-y. constamment à la recherche de la soumission. Ok. Parce que pour moi, c'est l'objectif ultime de notre sport, tu vois. C'est comme un mec qui fait de la boxe anglaise et
qui cherchent à faire de la boxe amateur. Pour moi, de la boxe professionnelle, tu dois chercher à mettre KO, tu vois, sans te jeter, bien évidemment. Mais nous, notre finalité, c'est la même chose. Donc, bien évidemment, il y a un travail de position, tu vois, marquer des points, marquer des positions, mais ça doit toujours t'amener à la soumission. Et il faut savoir être opportuniste aussi sur la soumission, tu vois. Donc, Ok. moi, je suis quelqu'un qui est opportuniste sur la soumission, dangereux sur cet aspect-là, tu vois, je suis très explosif et je constamment à la recherche de ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta première compétition, si tu t'en souviens, en grappling jiu-jitsu? Franchement, je m'en souviens très bien. C'était au stade Chauffour, c'est à Bordeaux. Je venais de commencer, j'avais moins de 6 mois de pratique. Mais comme je te le disais, j'avais un background en judo, donc tu vois, j'avais assez d'aisance en général dans les sports de préhension quand même, tu vois. J'avais un entraîneur de judo qui avait un bon sol. Euh, pour un entraîneur de judo, ce qui est rare, parce que généralement, judo, la phase de sol, on va dire que Ouais. c'est inversé par rapport à nous, tu vois, c'est plutôt du 80-20, 20% au sol pour 80 debout. Nous, on est plutôt à l'inverse. Donc, j'étais assez à l'aise avec ça et j'avais juste, sur le peu d'apprentissage que j'avais de la garde fermée, triangle, des choses comme ça. Et ça marchait très bien et j'ai gagné mes 3 combats. Alors que j'avais 16 ans, j'étais chez les. À l'époque, il n'y avait pas, tu sais, juvénile, moins de 18 ans, tout ça. Ouais. Je combattais chez les adultes, chez les moins de 62 kilos. Et ça s'est très bien passé. J'avais fait 3 victoires et c'était une belle expérience. J'avais pas trop ce stress non plus de la compétition parce que je connaissais déjà la compétition. Je combattais en judo. Ouais. J'avais fait de la compétition judo, donc j'avais ce stress. J'ai toujours ce stress, même 15 ans après, tu vois. Quand je combat, j'ai Hmm. toujours cette pression, mais je la transforme de façon positive, tu vois. Ok. C'est quoi vraiment, pour nous expliquer la différence au sol entre le judo et JB concrètement? Bah, en fait, le judo, donc la partie du judo au sol, ça s'appelle le newaza. Tashiwaza, c'est la partie debout. Newaza, c'est la partie sol. Euh, Au judo, tu peux bien évidemment travailler au sol quand il n'y a pas ippon. Donc, c'est-à-dire que du moment où il y a une projection et qu'il n'y a pas ippon, l'action continue Ok. jusqu'à ce qu'il y ait soit un osaikomi, donc une immobilisation, les deux épaules sur le sol sans la jambe qui est prise. Donc, pour nous, ça s'apparenterait à un contrôle latéral, contrôle Ok. en side, en croix, tu vois. 20 secondes d'immobilisation, ça met fin au combat. Donc, eux, ils ont ça. Ils ont aussi la soumission par classique. Donc, ça peut être un judigatame, une clé de bras. Après, ils sont beaucoup plus limités en termes de clés. Ok. Donc, tu vois, ils vont pas avoir peut-être le clé de genou, les choses comme ça. Mais ils ont toutes les clés articulaires et étranglement sanguin. Et après, ben, du moment où il n'y a pas très peu d'action, le mec se blottit, cache ses cols pour pas être étranglé. L'arbitre va relativement abréger l'aspect au sol pour faire que du debout, tu vois. Et après, si tu lèves la personne du sol, ben, ça s'arrête, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le judo, tu Ok. vois, c'est limité, tu vois. Toi, c'est quoi vraiment ta soumission préférée quand t'arrives sur le tatami? Franchement, tout ce qui est relatif. En fait, je t'ai dit, je suis très opportuniste sur les soumissions. Donc, c'est-à-dire que je prends ce qui me vient. Mais après, la recherche de ce que je fais, c'est tout le temps d'aller chercher la side ou le dos, tu vois. Donc, le dos, c'est vraiment la position ultime. Pourquoi? Parce que lui, il a pas la visibilité, tu vois. Il est dans son dos, donc il peut pas te soumettre quasiment. Toi, tu as un gros contrôle et tu peux vraiment bien travailler. Donc, je dirais étranglement arrière du dos. Et sinon, après, tout ce qui est simple, en fait, j'ai un jeu simple. J'ai un jeu basé sur des kimura, des juji, tu Ok. vois, des triangles, des choses simples. Guillotine Euh, aussi, ouais. c'est quoi l'aspect du jeu où tu considères intouchable, où tu es vraiment tranquille? Euh, la lutte, bon, bien évidemment, tu vois, quand je lutte à Hmm. l'international avec des Dagestanais, c'est dur, tu vois. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai vraiment confiance en ma lutte, tu vois. Ok. Il y a très peu de gens avec qui je me dis, bon, ça va être une phase difficile. Bah, bien sûr, mais ça arrive, hein. Ouais. Ça arrivait la dernière fois quand je jouais au Gabriel, tu vois, à la DXC. Il était vraiment très puissant, très dur debout. Mais sinon, sur la lutte, j'ai assez confiance, ouais. Et après, dès que je suis en top game, tu vois, je suis assez difficile à renverser quand même. Ok. Bon, tu as affronté des très grands compétiteurs. Tu parlais de ton combat à l'EDX C9. À DXC, ouais, 9, ouais. C'était quoi ton combat le plus dur et comment tu te prépares pour ce genre de combat? Combat le plus dur, franchement, j'en ai eu des durs, hein. Contre des gens, en plus que la moitié de la planète ignore, parce que, tu sais, c'est sur le circuit IWW. Franchement, là-bas, il y a des Russes, des Dagestanais que les gens ignorent parce que ces mecs-là vont jamais aux États-Unis. Hmm. Alors que franchement, ils sont monstrueux. Par exemple, il y a eu Gerbeg. Gerbeg qui est parti à la DCC la dernière fois, il a passé 2 tours, il perd en demi-finale, je crois, ou en quart de finale.
Mais tu vois, avant ça, ces mecs-là, ils n'étaient pas connus. Mais quand même, les plus difficiles pour moi, c'était Joao Miao. Joao Miao, je l'ai affronté en kimono en 2017. C'était un combat Ok, très dur pour moi, ouais. Parce qu'il m'a sweepé, je l'ai re-sweepé. Après, il a essayé de me passer, il m'a pris le dos, je suis sorti du dos alors que j'étais en danger, tu vois, sur le dos. C'était un combat difficile. Après, physiquement, ça a été Montréal SADCC en 2022. J'ai enchaîné 5 combats d'affilée, dont un à l'extra time. C'était vraiment très dur physiquement. ok. Ouais. Et ouais, ta préparation, tu l'axes comment? Est-ce que tu prépares vraiment, tu te prépares un mois à l'avance pour des super fights? Non, moi, Non. la vérité, je m'entraîne tout le temps. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a pas de. Tu vois, il y a des gens, ils font des camps d'entraînement ou pendant. En fait, ils sont hors prépa pendant un petit moment, ils sont Hmm. gros, ils sont ci, ils sont là, tu vois. Moi, non. Mais du moment, tu sais, j'ai une académie, moi. Donc, Ouais, j'entraîne, donc je suis tout le temps sur le tapis. Donc, tu vois, c'est constant. C'est ok. constant, mais après, par contre, ouais, selon ce que je prépare, je vais mettre des thèmes. Si c'est des super fights, je vais adapter ma préparation à la personne que j'affronte, tu vois, en termes de stratégie, en termes de stratégie et de format d'entraînement. Si je sais que c'est un combat de 10 minutes, je vais me préparer plutôt sur des formats un petit peu longs. Si je sais que c'est à la DXC, c'est des formats de 3 minutes, je vais faire des rounds de 3 assez explosifs, ainsi de suite, tu vois. Et après, la gestion de l'effort en termes de préparation physique, les cycles d'entraînement, c'est mon préparateur physique qui me les prépare, tu vois. À l'approche de l'échéance, bien évidemment, je fais pas les mêmes séances en prépa physique Hmm. qu'à 3 semaines de l'échéance, tu vois. Ok. Et quand je sais que je suis, voilà, j'ai beaucoup enchaîné sur les 2 derniers mois. Je crois que j'ai dû faire 6 7 tournois avec des super fights à l'étranger, à Londres, à Paris, un tout. Donc là, tu vois, c'était des cycles ondulatoires. Je variais entre de l'explosivité, la puissance max et tout. Et j'ai évité juste de pas me blesser, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te permet d'en vivre complètement le grappling, les super fights, etc. En fait, ce qui m'a permis d'en vivre, moi, depuis l'âge de mes 23 ans, ça a été ma salle, donc la structure dans Mhm. laquelle je suis, avec qui j'ai un associé avec qui je m'entends très bien. J'ai 600 adhérents sur la structure, donc ça me fait vivre. À la base, je donnais quand même beaucoup de cours privés pour avoir un petit complément Mhm. financier. Actuellement, j'en donne très peu. Enfin, j'en donne plus parce que j'ai pas vraiment le temps. Et les Superfights, ça me rapporte quand même de l'argent maintenant. Ok. Avant, il n'y avait pas d'argent. Maintenant, tu vois, quand je fais un super fight, je gagne entre 1000 et 1500 euros généralement. Ou Ok. il y a eu des tournois en France là où il y avait quand même un petit peu d'argent à prendre. L'Osmose, il y avait 1000 euros. J'ai fait un super fight à Genève le même week-end, il y avait 1500 euros. Tu vois, ça fait un petit peu d'argent dans le truc. Après, vivre que de super fight quand tu es un Ouais, c'est grappleur, compliqué. ouais, non, 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 clairement Ok. non. Peut-être à l'avenir, ouais, mais toujours pareil, tu vois, quand tu es pris dans des grosses orgas, tu vois. Ouais, pour l'instant, il n'y a que le top tiers qui est vraiment. Voilà, il n'y a pas grand monde Ok. dans le monde, je pense, qui vit que de super fight. Tout le monde a une académie, tout le monde donne des cours, que ce soit moi ou les autres, tu vois. Ok. Ouais. Bon, tu nous as déjà répondu un peu avant, mais je te demande quand même. Toi, tu préfères vraiment une soumission rapide plutôt qu'un contrôle total. Bah, en fait, j'ai un bon pourcentage de finition, on va dire. Donc, Mhm. je finis beaucoup de combats. Après, à très haut niveau, soumettre, c'est difficile. Soumettre, ça peut Ok. arriver. Ça arrive très vite, des fois, sur une, une erreur d'inattention, des choses comme ça arrive. C'est assez compliqué. Donc, tu vois, c'est quand même important de passer par des grosses positions. Mais gagner d'un avantage, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois. Ok. Même si la stratégie, je l'apprécie, l'intelligence de combat au niveau, c'est très important, aussi important que la force et que la technique. L'intelligence de combat, ça fait vraiment toute la différence, mais pas au détriment de faire un match dégueulasse, tu vois. Enfin, Ok. dégueulasse. Il y a des gens qui sont Ouais. très. Tu vois, par exemple, Sam McNally, je ne sais pas si tu connais, c'est un Irlandais Non. qui est très fort, il était à la DCC. Je sais qu'il est très, très opportuniste sur les soumissions. Et j'ai fait 2 matchs contre lui où j'ai vraiment serré le jeu, tu vois. C'est-à-dire que je prenais pas de risque, j'essayais de le passer, je marquais mes points et je prenais pas de risque, tu vois. Plutôt que trop se découvrir et trop vouloir en faire et finir par perdre. Donc, tu vois, Bah, c'est ça le truc. ça rejoint un peu ma prochaine question, c'est comment Ouais. s'adapter constamment aux différents styles adversaires? Est-ce que pour toi, il faut imposer son style ou est-ce qu'il faut réajuster en fonction de qui t'affronte? Moi, je pense que il faut toujours miser sur ses points forts et non pas prendre en compte ses points forts à lui et vouloir les contrer, tu vois. Parce que Ok. quoi qu'il advienne, lui, ce qu'il est habitué à faire, eh ben, il va le faire. Et toi, ce que tu sais faire, tu le feras du mieux que tu peux, tu vois. Donc, moi, quand j'affronte quelqu'un qui est fort, je connais ses forces. Bien évidemment, je fais tout en sorte pour pas me mettre dans son jeu et j'essaie d'imposer le plus possible le mien, tu vois.
C'est-à-dire Ok. que celui qui dicte le rythme du combat, pour moi, il a toujours un temps d'avance, tu vois. La plupart du temps, c'est lui qui domine, qui finit par l'emporter, tu vois. Après, si tu te fais contrer, c'est toujours pareil, hein. Que ça soit le jiu-jitsu brésilien ou la boxe, ben, il y a toujours une possibilité de se faire contrer, tu vois. Ok. Euh, Donc, je vais poser une question parce qu'il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Est-ce que pour toi, le grappling, c'est un art? Est-ce que c'est une science ou c'est vraiment un combat? Bah, en fait, de base, le grappling, si tu reprends l'essence, bon, le grappling, c'est un terme très général, tu vois. Le grappling, ça désigne Oui, toutes les sports de préhension. Mais le jiu-jitsu brésilien, on va parler du jiu-jitsu brésilien, tu vois, pour moi, de base, c'est un art martial. C'est un art martial qui a été fait, qui a été créé pour de l'autodéfense et pour faire face à tout type de combat, tu vois. C'est comme ça que le MMA est né, tu vois, avec à l'époque les désafios, tu vois, les duels qui ont été faits entre le jiu-jitsu brésilien et toutes les autres disciplines. Mais c'est devenu un sport à part entière. Maintenant, il y a vraiment le jiu-jitsu sportif, tu vois, hmm, avec le système de règlement, de règles, ainsi de suite. Et là, pour moi, ça reste un combat. Mais selon comment tu le pratiques, ça varie, tu vois. ok. Ça varie, tu vois. Bah, comme on a dit avant, tu as participé à l'ADXC. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet orga? Qu'est-ce que tu as tiré comme expérience? Est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que tu as vraiment été bien traité? Comment tu le sens? Franchement, déjà, ça a été la plus grosse organisation dans laquelle j'ai pu combattre. Ok. Vraiment, quoi, Axel. Pourquoi? Parce que c'est hyper professionnel. Franchement, c'est très Hmm. professionnel. Et tu sens qu'il y a des moyens derrière et tu sais, c'est des Émiratis comme ça, donc forcément, il y a de l'argent. Qui dit qu'il y a de l'argent, ben, il y a du professionnalisme et les athlètes, ils sont bien. Mais on a eu une fight week, on a été logé pendant 5 jours au Novotel, nourri, logé, avec la possibilité de s'entraîner, avec des médias autour de nous, avec des interviews, avec une conférence de presse, avec beaucoup de choses. Donc, franchement, c'était comme une fight week de l'UFC, tu vois, avec Ouais, autant de ouais, moyens. ok. Et après, en termes de cash, en termes d'argent, en termes de primes, mais c'était très honnête, tu vois, hein. C'était des Hmm. combats. Moi, j'ai jamais combattu pour une somme comme ça, tu vois. Donc, ouais, franchement, c'est. Après, vu qu'ils ont les moyens, tu vois, ils vont partout et ils font signer qui veulent. Ils ont fait signer qui veulent parce que forcément, bah, ils te payent, ils te nourrissent et ils te ramènent d'où tu veux. Hmm. Tu peux être au Brésil, ils vont te ramener jusqu'à Paris et de Paris, ils vont te ramener si tu veux à Bali, tu vois. Ouais. Donc, forcément, les meilleurs combattants sont là. Pour toi, c'est vraiment la meilleure orga en termes de traitement, en termes de professionnalisme, etc. Celle que j'ai faite, ouais. Ouais, ok. En ce moment, je fais beaucoup de super fights à l'étranger. Là, j'en reviens d'ailleurs. J'ai combattu samedi Hmm. au Raw Grappling Championships. Bien évidemment, je suis tout frais payé, ainsi de suite. Mais bon, c'est pas le même cadre, c'est pas une fight week, c'est pas une conférence de presse digne de l'UFC, tu vois. C'est ils te nourrissent, ils te logent, t'arrives la veille dans un avion qu'ils ont payé. Mais bon, t'es pas dans les mêmes conditions, il n'y a pas de conférence de presse, ainsi de suite, tu vois. Puis même le fait de Et combattre dans puis une c'est pas le même cage, salaire. le combat dans Ouais. une cage et tout, ça fait un truc en plus, non? Ouais, ça fait tout. Ouais. Ouais, franchement, Hmm. ça fait beaucoup de choses. Déjà, ce que j'aime bien dans une cage, en dehors de l'aspect que ça change, c'est que l'action s'arrête jamais. Parce que tu as vu, il n'y a pas de Hmm. sortie de tapis comme sur un Ouais, c'est tapis bien. classique. Donc, c'est-à-dire il y a une dynamique de combat qui s'arrête pas, tu vois. Ok. Mm. Bon, je vais quand même te demander, c'est quoi tes objectifs maintenant à court terme, à moyen terme dans le grappling? Qu'est-ce que tu comptes encore faire? Là, à court terme, sur les mois qui arrivent, il va y avoir l'ADCC Trials en septembre en Pologne. L'ADCC, c'est le plus gros tournoi de grappling au monde, les 16 meilleurs combattants mondiaux. Donc le trial, c'est la seule façon d'y Qualifié? participer. Ok. Ouais, voilà, de se qualifier. Donc il va y avoir ça en début septembre. Et après, en octobre et décembre, c'est les championnats IBJF, Nogi, Europe et Monde, qui sont qui sont les gros tournois internationaux, tu vois, en grappling après la DCC. Donc, je vais y participer. Comme l'année dernière, j'avais fait troisième, espérer prendre le titre dans ma catégorie et partir à Las Vegas, pareil, faire les Worlds, tu vois, IBJF Nogi. Ok. Après, en termes de super fight, j'espère avoir des grosses opportunités. Là, j'ai eu la DXC, j'ai eu une belle opportunité avec la DXC. J'espère à l'avenir signer des contrats peut-être avec le One ou des choses comme ça, tu vois. Ok. Selon toi, à partir de quand on a un bon grappleur? À partir de quand quelqu'un peut se considérer comme bon grappleur et avoir une reconnaissance des autres?
pense 2 ans de pratique. Ah, attends, bouge pas. Ouais. C'est bon, tu me vois? Ouais, nickel. Mince. Mais moi, ouais, je te vois encore, ouais, c'est bon. Euh, pour moi, 2 ans de pratique. Attends, bouge pas. Ouais, c'est bon. Nickel. Pour moi, à partir de 2 ans de pratique, tu vois, parce que avant, ben, c'est. Attends, oh, putain, ça fait que m'appeler. Je vais mettre en mode avion, Pas de mode souci, pas de souci. ne pas déranger. Ouais, je te disais au bout de 2 ans de pratique, pourquoi? Parce que au bout de 2 ans de pratique, c'est là où tu as vraiment une vraie base, tu vois. Tu as Ouais. vraiment une vraie base. Avant ça, bah, tu sais, c'est la dynamique de combat et la discipline, elle est quand même dure à apprendre, tu vois. Il faut vraiment avoir compris un petit peu le mécanisme. Après, c'est toujours pareil, le temps, c'est relatif, surtout au temps d'entraînement. Parce que 2 ans en s'entraînant 2 fois par semaine, c'est différent que 2 ans en s'entraînant tous les jours. Moi, Hmm. j'ai des élèves, ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent, ils sont là tous les jours. Ils sont devenus vraiment très forts, très, très forts. Ok. Ils sont assez complets, ils ont de la lutte du sol, ainsi de suite. Donc, voilà. Pour toi, c'est quoi le style le plus efficace en compétition de grappling? Quel style tu gardes le plus quand tu les affrontes? Le style le plus efficace, pour moi, c'est celui soit qui est vraiment très spécialiste dans quelque chose. Par exemple, les leg lockers. Hmm. Tu vois, Ok. un mec qui fait que des clés de jambes, c'est très dangereux. Tu sais qu'il va faire ça, mais franchement, tellement il a tellement travaillé ça, il peut Hmm. t'avoir s'il t'emmène dans son domaine. Si jamais toi, tu esquives son domaine, tu t'arrives à annuler ses attaques, tu vas complètement annuler le jeu. Et là, tu peux lui marquer 1000 points et le soumettre, tu vois. Hmm. Donc, c'est toujours pareil. Soit ça, quelqu'un qui est très spécialisé dans quelque chose. Et après, sinon, ça reste un sport de combat, tu vois. Il y a un minimum d'agressivité et de force à avoir. Quand tu es agressif et fort, tu vois, tu peux sortir de certaines situations en grappling. Alors qu'en kimono, c'est un petit peu différent. En Ok. kimono, du moment où il y a des saisies, ça va être difficile de sortir de certaines situations, tu vois. Ok. Bah, tu nous as dit que tu as déjà fait même des sports de percussion et tout, mais est-ce que tu as déjà Ouais. envisagé une transition dans un autre sport de combat, te tester au MMA, te tester en anglaise? Mais en fait, j'aurais vraiment voulu pratiquer le MMA. C'est une discipline dont que je regarde depuis le début, tu vois. Hmm. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde du MMA tout le temps. Mais j'ai un problème à la rétine. Donc, Ok. en fait, j'ai une rétine qui est morte. J'ai jamais pu combattre en boxe anglaise. Je mets les gants de temps en temps. J'aime bien donner des cours d'MMA des fois parce que je suis assez complet. Je sais faire du pied-poids, je sais faire de la lutte, je sais faire du sol, je sais faire de l'anglaise, ainsi de suite. J'entraîne les gars des fois en MMA, ainsi de suite. Mais je ne pourrais pas monter dans une cage pour des raisons médicales, du coup. Ta rétine, ça fait que tu vois plus ou que tu as des risques de J'ai plus une, voir? non, j'ai une rétine à droite. Mon œil droit, j'ai 1/10 de vision, Ok, ouais. incorrigible et inopérable. C'est-à-dire que c'est une maladie orpheline. Depuis tout petit, j'ai ça en fait, je suis né comme ça. Ok. Bon, Ouais. ça va. C'était quoi la différence quand tu t'entraînais au début, quand tu as commencé, bon, très jeune, tu nous as dit, Ouais. et maintenant, tes entraînements, comment ça se déroule? C'est quoi la différence Bah, par en fait, rapport à avant? au début, enfin, j'étais beaucoup moins organisé en termes de planning, en termes de charge d'entraînement. Donc, je prenais le plus possible, tu vois. Et des fois, j'étais en surentraînement, des fois, j'étais trop fatigué, ainsi de suite. Maintenant, bah, je m'entraîne beaucoup, hein. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Mais la charge d'entraînement, je la fais varier. Et Ok. ce qui fait que je me blesse pas, et je me blesse moins, ainsi de suite, tu vois. Et l'intelligence de charge d'entraînement, ça a vraiment joué. Et après, maintenant, je fais beaucoup plus de spécifique, tu vois. Parce que maintenant, ben, mon jeu, il est acquis, mon jeu, il est rodé. C'est pas maintenant que je vais changer de jeu. Mais des fois, j'incorpore des nouvelles choses, tu vois, parce que c'est une Hmm. discipline quand même qui évolue encore. Et je fais beaucoup de travail technique comme ça et de sparring à thème, tu vois. Ok. Voilà. Comment tu vois l'évolution du grappling en France, en Europe, et quel changement t'aimerais apporter? Moi, je pense que ça se professionnalise de plus en plus et je pense que ça va faire place un petit peu à des shows comme il en existe dans le MMA ou dans la boxe anglaise, des galas, tu vois, Ok, ouais. avec des super fights. Je pense que c'est l'avenir du truc. Parce que le format de championnat, ça a des limites. Parce que ben, pour professionnaliser une discipline, ben, c'est plutôt visuel, tu vois, il faut que ça soit visuel. Hmm. Faut un règlement visuel et je pense que ça va évoluer vers ça. Ça va évoluer vers, je pense, des super fights. Ça existe déjà beaucoup à l'étranger. Tu vois, en Angleterre, il y a ça tous les week-ends. Il y a moins de championnats que de super fights, tu vois. Donc, je pense qu'il va Ok, avoir ça. Et après, je pense que ça va commencer à être monétisé, tu vois. Là, depuis cette année, il commence à avoir des tournois avec des cash prize, tu vois, 1000 euros, 1500 euros. Je pense que ça va venir comme ça et je pense que ça va être médiatisé de plus en plus, tu vois. ok. Mm. Bah, du coup, ça répond, ce que tu m'as dit, ça répond un peu à la prochaine question. Mais bon, selon toi, c'est quoi le meilleur format entre ton à l'ancienne ou Super Fight et c'est lequel que tu préfères?
Ben maintenant, moi, j'apprécie plus les super fights. Pourquoi? Parce que, ben, tu sais, tu as une mise en valeur de l'athlète Ouais. médiatiquement, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ben, forcément, c'est bon pour tout, tu vois. C'est bon pour et la monétisation et pour ton image. Et maintenant, tu vois, maintenant, tout se développe sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. C'est une constante qu'il faut prendre en compte, tu vois. Même si moi, je suis pas un mec basé sur les réseaux de base, tu vois. Hmm. Parce que moi, je me dis que, tu sais, c'est des fois, quand t'as trop la tête à penser réseaux sociaux, images et tout, des fois, t'en oublies que de base, t'es un athlète, tu vois. Ok, De ouais. base, t'es là pour t'entraîner, t'es pas là pour faire des vidéos et des photos, hein. Donc, voilà. Mais je pense que, ouais, aujourd'hui, je préfère les super fights. Pourquoi? Parce que, bah, tu vois, tu abordes la chose différemment. Tu as un game plan, tu as une stratégie, tu sais que tu vas affronter. Tu es dans un environnement, tu vois, où tu es là, tu as la pesée, tu as le face-à-face. Franchement, c'est quelque chose qui est assez sympa et c'est quelque chose qu'on Hmm. vit pas vraiment en grappling. Et moi, je le vis depuis un an maintenant que je fais beaucoup de super fights, tu vois. Mais selon toi, tu as plus de prestige à gagner un gros super fight contre un des meilleurs ou un gros tournoi mondial bah, comme la DCC Ah, Trials que tu nous as dit. non, franchement, gagner un gros tournoi, ça te fait. Hmm. C'est le fait de gagner un gros tournoi qui va t'envoyer sur des gros super fights. Ok. Tu vois, tu fais un podium aux Europes et BGF, bah, ton nom, il résonne un petit peu dans la tête des gens. Et les gens, forcément, ils vont t'inviter sur des belles cartes, tu vois. C'est comme Donc, ça que les moi, je pense que matchmakers. ouais, c'est comme ça, les Ok. matchmakers, ils se basent, tu vois. Parce que nous, on n'a pas des palmarès comme au MMA. Ben, Hmm. t'as 10-2, t'es 12-2, t'es ci et là. Il n'y a pas un recensement clair et précis, tu vois. C'est ça que j'ai cherché à. Tu vois, par tous les grappleurs, des fois je regarde, mais il n'y a pas Hum, énormément de sites qui référencent bien. non, la BJJ est rose, mais il n'y a pas tous les combats, tu vois. Hmm. Donc, voilà. Mais selon toi, comment ça pourrait partir est-ce que déjà ce serait une bonne chose qu'il y ait un palmarès, un vrai bilan pour les grappleurs et comment ça pourrait partir? Mais en fait, je pense que c'est difficile à référencer ce genre de choses parce que tu vois, on combat beaucoup, on combat dans beaucoup de championnats et tout. Après, tu peux trouver des palmarès, tu vois, sur SmoothComp, tu vois, c'est un logiciel de gestion de, Hmm. de Ouais, ouais. championnat. Quand tu combats sur SmoothComp, ben moi, j'ai un palmarès sur SmoothComp, ça doit être, je sais pas moi, 40 combats, 30, 35 victoires ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est imprécis, tu vois, c'est pas comme le MMA ou la boxe anglaise où c'est vraiment très, très précis et ainsi de suite, tu vois. Toi, je pense même toi, tu sais pas, t'as gagné combien de combats et t'en as perdu combien? Franchement, je ne saurais pas te Ouais. dire. Franchement, je ne saurais pas te dire. Je sais les gros combats que j'ai gagnés, les gros combats que j'ai perdus, Hmm. mais je ne saurais pas te dire combien j'en ai fait au total, tu vois. Et je sais que en 15 ans, je sais pas, j'en ai fait plus de 500, je pense. Ouais. Bah ouais, parce Ça, que tu sais, ça qui est nous, tu bien fais un aussi avec le tournoi, tu fais grappling. 4 Ouais. combats, tu vois. Ça qui est bien aussi avec le grappling, c'est qu'en vrai, on peut bien enchaîner et tout. Ouais, Et est-ce que par ouais, exemple c'est vrai, hein. un système où genre ce serait les coachs qui entreraient les défaites et les victoires sur un site comme Smoothcamp, Ouais, est-ce qu'on pourrait tout mettre? Après, le problème c'est dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait des victoires qui soient professionnelles ou pas pour les inscrire ou ouais, pas. c'est ça, ouais, c'est Ce serait ça, c'est ça. compliqué. Ouais, en fait, il faudrait trouver un système de référencer les trucs comme il en existe dans le MMA, tu vois. Le MMA, Hmm. c'est très clair, tu vois. Tu es Ouais, là, topologie, ouais. tu vas sur Tapologie, tu Hmm. trouves le palmarès de chacun et tu peux pas y échapper, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a chaque victoire, chaque défaite et tout, tu vois. Donc, ouais, en grappling, ça serait pas mal aussi, tu vois. Ah, Ça peut être une des axes d'amélioration, tu vois. ouais. Pour Mm. finir, la dernière question. Comment est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi dans le monde du grappling quand tu auras pris ta retraite? Est-ce que tu as un message pour le Anthony de 18 ans qui Mm. ne savait pas encore tout ce qu'il allait faire? Franchement, moi, j'aimerais bien qu'on me souvienne de moi moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, très cordial, très respectueux envers les gens. Dans ce milieu, je connais tout le monde depuis 15 ans. Tout le monde m'a connu très jeune. Les anciens me respectent. Je respecte les anciens. J'ai jamais été arrogant envers les gens. Donc en fait, c'est l'image que je véhicule moi auprès de mes élèves et auprès des élèves que j'ai en tant qu'entraîneur national aussi en équipe de France, c'est à la FFL, tu vois. Les valeurs du sport, en fait, c'est ça, c'est le respect. Même si on est dans un sport de combat, il y a une opposition physique. Pour moi, c'est basé surtout sur le respect. Et après, ben, tu sais, je suis un petit peu comment dire, le représentant à l'international de notre discipline, tu vois. Je représente la France, j'en suis fier, que ce soit quand je vais en championnat du monde, que ce soit en super fight quand je vais à l'étranger, ainsi de suite, tu vois. Donc, si je devais que les gens se souviennent de quelque chose, c'est d'un combattant respectueux et d'un vrai combattant, tu vois, avec des vraies valeurs, tu vois, avec des beaux principes
et un beau palmarès aussi. Ça, et après, à celui d'Oliveira Anthony qui avait 18 ans, je lui dirais quoi? Je lui dirais. Mais en fait, je regrette rien en fait dans l'évolution que j'ai eue, Mhm. tu vois. Pourquoi? Parce que bah, tu sais, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, je suis un chef d'entreprise, je gagne ma vie, j'ai des élèves, j'ai une structure. En fait, tout ce que j'espérais avoir quand j'en avais 18, ben, j'ai fini par l'avoir à force de travail. J'ai un bon palmarès. Bien évidemment, ben, j'ai des déceptions, hein. Tu sais, il y a des choses que j'ai perdues, des finales que j'ai perdues, des championnats que j'ai pas fait. Ben, tu vois, par exemple, la DCC Trial, tu vois, pour l'instant, j'ai jamais gagné. Peut-être que je le gagnerai jamais. Peut-être que ben, là, en septembre, je vais les gagner. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Mais il n'y a aucun regret et beaucoup de fierté, tu sais, dans le parcours que j'ai parce que ben, ça a été fait par du travail, tu vois. Ouais. Mais je lui dirais d'être patient et de bien gérer son entraînement. Parce que les jeunes, des fois, tu sais, quand on a la fougue, quand on a 18 ans, Mhm. on a la foudre, on veut tout le temps, tout en faire et des fois, ben, on finit par que ce soit pas très productif, tu vois. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris le Et avec temps plaisir. pour nous, Ouais, pour notre audience. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, avec j'incite plaisir. tout le monde à te donner de la force et à rester branché pour Bah, c'est gentil. tes prochains combats et les ADC Mm, Triols. On espère tous que tu vas les gagner. c'est gentil. Et puis, on se dit à la prochaine.